Retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Don Bosco, avec deux membres de la famille salésienne, le père Jean-Marie Petitclerc, fondateur du Val d'Ocaux à Argenteuil en banlieue parisienne, et sa sœur Michèle Decoster, ancienne éducatrice et directrice d'établissement. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, la fin des JMJ et la proximité de la Saint-Jean-Bosco nous a donné envie de parler de la famille salésienne et surtout de l'éducation de la jeunesse. Nous avons en effet déjà fait une émission sur le fondateur et vous pouvez vous y reporter sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Ce soir, c'est plutôt sur la postérité de ces intuitions que nous allons parler. Comment se porte la famille salésienne aujourd'hui et surtout, comment éduque-t-on la jeunesse aujourd'hui ? Le synode des jeunes, mais aussi de récents événements en France et un peu partout en Europe d'ailleurs, laissent deviner qu'émerge une jeunesse nouvelle qui a l'impression qu'on ne lui fait pas assez de place et que le monde qu'on va lui laisser est sombre, sans beaucoup de perspectives. Alors, qu'en est-il et qu'en pensent les Salésiens ? Voilà les questions que je vais poser justement à deux Salésiens et salésienne, sœur Michèle Decoster. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes salésienne de Don Bosco, Oui. Vous êtes actuellement éducatrice au lycée Saint-Jean-Bosco, et alors vous avez coordonné un internat scolaire dont vous allez nous parler, un internat scolaire à caractère social, à Ganshoren, c'est en Belgique, c'est l'occasion de saluer nos téléspectateurs belges. Qu'est-ce que c'est qu'un internat scolaire à caractère social ? Déjà, ça nous met tout de suite dans l'ambiance Don Bosco, si j'ose dire. Eh bien, c'est un internat qui se trouve un peu au milieu entre un internat scolaire un peu traditionnel et puis, on pourrait dire, une maison pour jeunes. Et l'idée, c'était de mélanger les jeunes qui pourraient avoir des moments dans leur vie un peu plus difficiles et d'autres jeunes qui sont là pour les tirer vers le haut. Et l'idée, c'est vraiment cette mixité sociale qui n'est pas toujours simple à résoudre parce que vous savez comme moi qu'au niveau du financement des internats et des jeunes qu'on pourra accueillir, il y a un très grand décalage entre un financement d'un internat scolaire et une maison à caractère social en Belgique. Alors c'est un défi de tous les jours, mais il y a l'accueil d'une centaine de jeunes entre 5 ans et jusque plus de 20 ans, garçons et filles, qui sont insérés dans des écoles sur tout Bruxelles, une quarantaine d'écoles, et c'est ça le défi. Donc c'est une intégration avec la collaboration des chefs d'établissement, et ça c'est quelque chose de fabuleux de rencontrer le charisme de Don Bosco, qui est vécu non seulement par les personnes de la structure, mais aussi ce caractère que l'on rencontre dans le cœur des autres personnes, et qui fait comme un grand réseau. Et puis Jean-Marie Petitclerc, père Jean-Marie Petitclerc, bonjour. Vous êtes salésien de Don Bosco. Alors vous êtes coordinateur du réseau Don Bosco Action Sociale. Là aussi, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Voilà, oui. Donc moi, je suis éducateur spécialisé de métier. Durant mon activité professionnelle, j'ai dirigé un foyer d'action éducative habilité par le ministère de la Justice. Et puis j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers qualifiés de sensibles, donc animant des équipes d'éducateurs de rue, en particulier la fondation du Val d'Ocaux sur la dalle d'Argenteuil, et qui a essaimé ensuite sur Lyon, sur Nice, sur Lille. Et aujourd'hui, donc, le provincial m'a confié la mission de fédérer en réseau tous ces établissements et services d'action sociale qui se réfèrent à la pédagogie de Don Bosco. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons des écoles, un bon nombre de lycées, principalement professionnels, agricoles ou technologiques, qui sont fédérés au sein d'une tutelle de l'enseignement catholique. Et puis, de l'autre côté, donc, nous avons ces établissements d'action sociale, 65 en France et en Belgique, et dans tous les domaines de l'action sociale auprès des jeunes en difficulté, le champ de la prévention, les équipes d'éducateurs qui travaillent dans les quartiers, le champ donc des maisons d'enfants à caractère social, accueillant des enfants ayant de grandes difficultés sur le plan familial, scolaire ou social, des foyers d'action éducative pour adolescents, et en particulier aujourd'hui, nous ouvrons beaucoup de places pour les MNA, les mineurs non accompagnés, et puis tout le domaine de l'insertion, l'aide à l'insertion. Donc nous sommes fédérés en un réseau, et ce réseau comporte une douzaine d'associations, gérant tous ces établissements, avec l'idée à la fois de favoriser les échanges et puis de donner aussi un petit peu de visibilité au charisme de Don Bosco, car reconnaissant que autant Don Bosco était très célèbre en France au XIXe siècle, autant aujourd'hui, on l'a un petit peu oublié parfois. Ah, mais on ne l'a pas oublié, on va même s'employer à faire qu'on ne l'oubliera pas. Donc, on va peut-être, comme je l'ai dit, on ne va pas
uniquement se centrer sur Don Bosco, mais on va quand même parler de Don Bosco. C'est votre fondateur, et puis vous avez un attachement quand même très particulier à votre fondateur. Don Bosco, peut-être d'abord quelques dates, 1815-1888, comme vous dites, il est en plein 19e siècle. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important à retenir de sa figure ? Le plus important, c'est que c'est un homme qui s'est toujours laissé mener, comme il le dit lui-même, par ce que Dieu lui inspirait et par ce que les circonstances exigeaient. Donc il a toujours ce double critère. C'est quelqu'un qui s'est laissé impressionner par la détresse des jeunes et qui non seulement s'est laissé impressionner, mais qui s'est consacré, qui a mis toutes ses énergies créatives au service immédiat d'une jeunesse qui était là et qui vivait une période de mutation comme on peut la vivre aujourd'hui. Tous ces jeunes qui venaient de la campagne, qui étaient laissés pour compte, beaucoup orphelins, sans aucun repère, qui pouvaient former des bandes dans Turin, le long des fleuves, dans les terrains vagues, et qui se retrouvaient pour bon nombre dans les prisons. Alors, une chose dans sa vie qui l'a fortement touché, c'est lorsqu'il était dans un foyer pour jeunes prêtres, parce que Don Bosco, ordonné en 1841, n'a pas fait, on pourrait dire, une carrière de curé de campagne. Sur un conseil de son directeur spirituel, Don Cafasso, il est allé rejoindre un foyer pour jeunes prêtres, et là, Don Cafasso lui a montré la misère de Turin. Et ce qui a fort impressionné Don Bosco, c'est lorsqu'il a visité les prisons et qu'il a vu des jeunes de 12 à 18 ans, sains, robustes, éveillés d'esprit, mais qui étaient là désœuvrés, mangés par la vermine et manquant de pain matériel et spirituel. Alors ça, c'est vraiment ce qui l'a secoué et qui a ouvert en lui un désir de devenir l'ami de ces jeunes. Ah, s'ils avaient trouvé un ami qui pourrait prendre soin d'eux, ils n'en seraient pas arrivés là. Alors chez Don Bosco, c'est l'amitié pour le jeune, mais c'est aussi cette recherche passionnée dans le concret. Qu'est-ce qui peut aider un jeune à avoir ce pain matériel, spirituel, et surtout à trouver une utilité dans la société. Et maintenant, quand on fait la comparaison entre son époque et la nôtre, on voit vraiment que le désœuvrement des jeunes, c'est ça qui peut les conduire à un sentiment d'inutilité, et que tous les efforts des Salésiens, des Salésiennes, c'est de montrer aux jeunes que, comme aux yeux de Don Bosco, c'est la portion la plus délicate et la plus précieuse de l'humanité, et que ça vaut la peine de les entourer, ça vaut la peine de leur montrer combien on tient à eux. Et au-delà de tout ce qu'ils pourraient subir comme échec, comme couvercle que l'on met parfois, vous savez, on a rencontré des jeunes qui arrivent et qui ont été éjectés d'une école, d'une deuxième, d'une troisième. Comment parvenir à dire à ce jeune, tu vas dépasser cet échec? Et Don Bosco a fait ça toute sa vie. Toute sa vie, ça a été un regard sur ce jeune de dire, tu es précieux pour moi, je tiens à toi, et au-delà de ce que tu peux faire maintenant dans la rue à Turin, je vais vraiment te montrer que ce qui est important, c'est ce que tu peux apporter à l'humanité. Mais pour ça, il faut aider le jeune à faire une expérience positive. Et je sais que Jean-Marie raconte souvent, Jean-Marie, l'épisode de Barthélemy Garelli. Tout à fait, parce que s'il fallait retenir une date, vous savez, l'abbé Pierre, c'est 1954, Don Bosco, ça serait 1841. Si je devais faire un film sur Don Bosco, je choisirais cette date un peu en 4 saisons, le printemps du rêve, jeune enfant, il avait rêvé de devenir prêtre, et puis il est ordonné en juin 41. Après, il y a l'été du doute, c'est être prêtre pour quoi faire. On lui propose d'être curé d'une petite paroisse, vicaire dans une grande, mais il se dit, mais si j'accepte votre proposition, monseigneur, je vais rencontrer les jeunes qui fréquentent l'église. Mais tous ces gamins que j'ai vus à pas d'heure traîner, c'est pas à l'église que je vais les rencontrer. L'automne du choc, invité par Don Cafasso, là, ce choc de voir cette misère des jeunes dans Turin. Un contact difficile, on raconte que lorsqu'il était en prison, l'Italie était très anticléricale, l'église étant un peu vécue à l'époque comme suppôt de la monarchie, et le peuple commençait à vibrer aux thèses républicaines. Donc il est insulté, raillé, on raconte même qu'un jour il s'écroule en pleurs dans les couloirs de la prison, les insultes redoublent. Nous, on n'est pas là pour chialer sur notre sort, qu'est-ce que vient faire un curé dans ces murs? Et puis il entend la voix d'un jeune disant à son copain, mais si ce prêtre pleure, c'est peut-être qu'il nous aime, si notre mère nous savait ici, peut-être se mettrait-elle à pleurer. Et c'est la parole de ce môme qui ouvre son champ vocationnel, il se dit au sortir de la tôle, si ces mômes avaient pu rencontrer avant d'en arriver là, quelqu'un qui se rend attentif à leurs problèmes, leurs difficultés, on aurait pu éviter cette incarcération, ces néfastes leur devenir.
Et donc, il a un peu initié la prévention. Et puis, l'hiver de la promesse, puisque ça a été la rencontre avec Barthélémy Garelli, il y a eu du mal au départ à nouer vraiment des relations en profondeur. Et puis, un 8 décembre, ce gamin qui va être chassé par le sacristain, parce qu'un gamin qui vient comme ça dans une église, il ne sait pas servir la messe, que vient-il faire? Et Don Bosco qui reprend le sacristain, lui demande de ramener Barthélemy, et puis ce fameux dialogue, qui es-tu Barthélemy, de quel pays es-tu, d'Asti, ton père il est mort, ta mère morte aussi, est-ce que tu sais lire? Non. Est-ce que tu sais écrire? Non. Est-ce que tu sais chanter? Non. Mais il sait quand même bien faire quelque chose, ce gamin, sais-tu siffler au moins, et le visage s'éclaircira. On a tous les piliers de la pédagogie, pour accompagner des jeunes, il faut s'intéresser à son histoire, son père, sa mère, s'intéresser à son environnement, et puis le mettre dans une situation de réussite. Alors, tu as raison de dire, point de comparaison entre cette jeunesse désœuvrée, qui venait des campagnes et puis qui arrivait dans la ville et puis qui se retrouvait au chômage. Aujourd'hui, dans notre pays, nous savons combien le problème du chômage des jeunes est un problème dramatique. Et j'aime dire que ce problème n'est pas un problème uniquement d'ordre économique. Le chômage global est un problème d'ordre économique, mais d'avoir un taux de chômage des jeunes qui soit le double du taux de chômage des adultes, c'est une spécificité franco-française qu'on partage avec quelques pays de l'Europe du Sud. Chez nos amis allemands, le chômage des jeunes est 3 points supérieur au chômage des adultes. Chez nous, il est le double. Alors quand on sait que dans les quartiers sensibles, le taux de chômage global est le double de la moyenne nationale, on est à peu près à 20-22%, et que la même règle s'applique, on arrive en gros à 45% des jeunes au summum de leur force physique, entre 18 et 25 ans, se retrouvant au chômage. N'allons pas chercher ailleurs, parfois, la source de ces problèmes. Oui, ce dont on parlait. Et Don Bosco est celui, je dirais, qui a eu le génie de voir dans les adolescents désœuvrés de la société campagnarde les futurs acteurs de la société industrielle en relevant le défi de la formation. Et je dirais qu'aujourd'hui, travaille un peu avec Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire comment voir dans les adolescents désœuvrés de la société industrielle les futurs acteurs de la société numérique, mais si on est capable de relever le défi de cette formation, ça c'est vraiment une tâche auquel les Salésiennes et les Salésiens s'emploient. Oui, parce que la clé c'est la formation. La clé, c'est pas simplement de dire t'es sympa, t'as des talents, etc. On forme d'abord. Il y a une formation, et c'est vrai que la pédagogie de la réussite, un peu pour reprendre l'épisode de Barthélémy Garelli, sais-tu siffler, ça ne vient pas comme ça d'un coup, parce que pour beaucoup de jeunes maintenant, ce qui compte, c'est l'instant présent. Je voyais encore dans le métro, si tu veux changer ta coupe de cheveux, tout de suite sur un coup de tête, pas de problème, tu téléphones. Et c'est un peu comme ça la culture d'aujourd'hui, tu peux faire tout de suite. Et pourtant, la formation, c'est pas vraiment ça. Ça prend du temps, hélas. Alors, je crois que chez Don Bosco aussi, il y a certainement le point de départ de tenir compte de l'état d'émotion du jeune. Est-ce que tu sais siffler? Mais après ça, une fois que le cœur est touché, en même temps, de manière parallèle, il y a le cadre à mettre. Et ça, ce n'est pas toujours si simple actuellement. Le cadre à mettre, c'est une manière de sécuriser le jeune et de lui montrer que pour parvenir à une expérience positive, il y a certaines exigences. Mais on ne peut poser une exigence que quand le jeune a compris qu'on tient à lui. Et que cette exigence n'est pas pour que nous, on ait un pouvoir sur lui, mais c'est vraiment pour son bien. Alors l'enjeu se situe là. Et je vois comme ça combien de visages de jeunes qui arrivent, qui se sentent incapables, qui commencent à bâiller, à faire les clowns en classe, à faire n'importe quoi, une désertion, une fuite, devant la difficulté et l'apprentissage, parce qu'en eux, il y a cette émotion, il y a cette stabilité, il y a cette affection fragilisée sur laquelle ils ne peuvent pas s'appuyer. Et tout jeune qui a cette intériorité un peu fragilisée a des difficultés dans l'apprentissage. Et quand un jeune arrive dans une maison Don Bosco, bien, la première chose à faire, c'est l'accompagner. Mais pour l'accompagner, c'est ce moment de connaissance, de se dire, voilà, tu viens d'où, quels sont tes projets, et en même temps que le jeune nous connaisse. Don Bosco disait au directeur, il disait, prends le temps de te faire connaître des jeunes et de connaître les jeunes. Vraiment, c'est cette première phase de comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a pu s'appuyer sur une petite expérience positive, je pense que tout l'art des Salésiens, et là on se réfère aussi à Saint François de Sales, c'est d'aider le jeune à lever le regard. Et c'est peut-être ça que notre société ne fait pas actuellement. La société fait correspondre, tu veux, tu prends, tu jettes. Et l'artisanat chez Don Bosco, c'est d'aider le jeune à avoir un projet beaucoup plus loin. Et pour ça, c'est de fixer avec lui certaines exigences. Et pour fixer les exigences,
eh bien, ça passe parfois par certaines contraintes. Le jeune qui est laissé à ses caprices ne va pas vraiment faire une expérience positive. Moi, j'ai encore le souvenir de tellement d'élèves qui arrivent à la fin du mois de juin à Bruxelles. « Sœur Michel, j'ai réussi, regardez, avec un sourire jusque derrière les oreilles », mais à qui on a dû tous les jours rappeler l'étude, tu commences par ceci, tu mets tes affaires là-bas. Donc il y a une énorme fatigue dans le système préventif. Et chez Don Bosco, cette exigence va dans toutes les dimensions de la personne, pas simplement sur l'émotion. Parce qu'une tendance de notre époque, c'est de dire on va simplement s'occuper que le jeune se sente bien, qu'il ait le confort d'être là. J'entends combien de fois dans certaines maisons sociales, ce qui compte pour le jeune, c'est d'être bien. L'aspect scolaire n'a aucune importance. Si c'était leurs propres enfants, je crois qu'il y aurait un discours différent. Et un Salésien, une Salésienne va prendre les jeunes pour ses propres enfants et mettre en place toutes les dimensions. Cette dimension de la raison, cette dimension de la religion, du sens de la vie et de l'affection. Mais ne pas privilégier plus l'un que l'autre. Il y a tout un équilibre à trouver. Et je crois que ce que la famille salésienne peut apporter, c'est former des personnes, que ce soit des profs, que ce soit des responsables, que ce soit des parents, que ce soit des grands jeunes au service d'autres jeunes, mais de développer en eux toutes ces dimensions de manière harmonieuse et de dire, eh bien, voilà, mettons un cadre et levons les yeux et puis accompagnons le jeune. Parce qu'un jeune qui a un projet devant lui, un jeune dont Bosco le savait très bien, eh bien, il n'a pas toujours l'énergie pour décider et puis pour tenir sa décision. Alors un petit peu à l'image, si je puis m'exprimer ainsi, de l'Esprit Saint, qui soutient, qui accompagne, qui corrige parfois, qui donne une sanction. Parce que quand il y a des limites qui sont dépassées, quand il y a un passage à l'acte, eh bien, il y a une sanction à mettre. Eh bien, tout ce travail d'accompagnement, c'est la base sur laquelle le jeune pourra se positionner. Accompagner le jeune aussi dans ses erreurs. Parce que maintenant, on a l'impression qu'on doit tout réussir. Et il y a combien de jeunes qui, devant la première défaite, sombrent dans une fuite, que ce soit l'alcool, que ce soit les joints, que ce soit un repli sur soi, que ce soit se couper, se faire du tort, ou alors ils sombrent aussi dans une forme d'agressivité, de faire un peu n'importe quoi en classe, de faire le clown. Et donc devant ces comportements, face à l'erreur, face à la frustration, eh bien, ce pilier de l'affection peut montrer aux jeunes que sa base doit être consolidée. Et face à son erreur, face à la frustration, que ce soit une occasion, une opportunité pour grandir vers une autonomie. Et cette autonomie va le mener à goûter de plus en plus ce qui est positif et finalement à partager les mêmes valeurs que ses éducateurs. Parce que dans la lettre de 84 de Don Bosco, qui pour nous est vraiment une charte incontournable, eh bien Don Bosco disait qu'il faut s'intéresser aux jeunes pour que les jeunes s'intéressent à quelque chose qui les dépasse, à savoir la discipline et les exigences. Alors, la discipline, les exigences, c'est peut-être Dieu, c'est une question que je vais vous poser. On va peut-être entendre ses souvenirs autobiographiques, le fameux rêve de 9 ans. On va l'entendre, mais je prépare un peu ma question. On a l'impression qu'il a une expérience un peu mystique, donc il y a quand même Dieu dans tout ça. On va essayer d'en parler. Donc on écoute ses souvenirs autobiographiques de Don Bosco. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Et aujourd'hui, nous parlons de Don Bosco avec 2 membres de la famille salésienne, le père Jean-Marie Petitclerc, fondateur de Valdoco à Argenteuil en banlieue parisienne, et sœur Michel Decoster, ancienne éducatrice et directrice d'établissement. À cet âge, 9 ans, je fis un rêve qui me laissa pour toute la vie une profonde impression. Pendant mon sommeil, il me sembla que je me trouvais près de chez moi, dans une cour très spacieuse. Une multitude d'enfants rassemblés là s'y amusaient. Les uns riaient, d'autres jouaient, beaucoup blasphémaient. Lorsque j'entendais des blasphèmes, je m'élançais au milieu d'eux et, des poings et de la voix, je tentais de les faire taire. À ce moment apparut un homme d'aspect vénérable, dans la force de l'âge, et magnifiquement vêtu. Un manteau blanc l'enveloppait tout entier. Son visage étincelait au point que je ne pouvais le regarder. Il m'appela par mon nom et m'ordonna de me mettre à la tête de ses enfants.
Puis il ajouta, « Ce n'est pas par des coups, mais par la douceur et l'amour que tu devras garder leur amitié. Commence donc immédiatement à leur faire une instruction sur la laideur du péché et l'excellence de la vertu. » Commence donc immédiatement à leur faire une instruction sur la laideur du péché et l'excellence de la vertu. Père Jean-Marie Petitclerc, est-ce que c'est ce que vous faites en tant qu'éducateur spécialisé? Est-ce que vous leur parlez du péché et de la vertu? Je ne sais pas si j'utilise ces mots, mais en tout cas, combien il est important de travailler à l'éducation de la conscience. Enfin, moi, j'aime dire que chaque jeune a une petite boussole intérieure et combien il va être important de lui faire comprendre, en l'aidant à relire ses expériences, les expériences qui procurent de la joie, et c'est ça la vertu, et puis des expériences qui procurent du dégoût, enfin je veux dire, et c'est ça le péché. Mais je crois que l'outil de la relecture est un outil qui a été fortement utilisé par Don Bosco, qui aimait bien, lors des mots du soir, de reprendre un peu ce qui s'était passé durant la journée. En tout cas, la phrase choc de ce rêve, et c'est pour ça d'ailleurs que notre pédagogie s'appelle salésienne, c'est pas par les coups, mais par la douceur que tu en feras tes amis. Alors que Don Bosco était plutôt de caractère impétueux, on le voit dans le rêve. Il a envie d'aller donner de la voix et donner du poing à ses jeunes. Et il se fait arrêter par le bon pasteur et qui lui dit non, c'est pas comme ça. C'est par la douceur. Et si c'est référé à François de Sales au point d'appeler la pédagogie salésienne, c'est parce que François de Sales est un peu cet apôtre de la douceur. Au moment de ces grandes tensions entre catholiques et protestants, il fut l'artisan du dialogue, parce que la douceur va permettre à l'enfant de se révéler. Si on aborde un enfant, un adolescent de manière agressive, avec un regard de jugement, aussitôt il risque de se rebeller ou il va se blinder. C'est simplement si on l'approche avec douceur qu'il va être capable de se dévoiler comme il est. Donc Jean Bosco pense que cette douceur est vraiment la qualité première de l'éducateur, qui va aussi avec l'humilité, nous dit François de Sales, et combien caractérise notre pédagogie, c'est d'être, je crois que Don Bosco était un petit peu un initiateur, une pédagogie de la non-violence, respectueuse des droits de l'enfant. Un congrès a eu lieu à Rome dans les années 2000 pour situer ce grand courant pédagogique initié par Don Bosco comme un petit peu un initiateur de tous ces courants fondés sur la non-violence, fondés sur le respect des droits de l'enfant, alors qu'à l'époque en Italie, les pédagogies étaient plutôt de type répressif. Il a botté en touche, vous avez entendu. Il ne m'a pas parlé de ce qu'il dit. Est-ce qu'il parle de Dieu? Parce que c'est compliqué actuellement, parce qu'on a l'impression que quand on fait du social, il faut respecter toutes les croyances et surtout pas faire du prosélytisme. Comment vous faites, vous? Si je peux repartir du rêve, juste après l'épisode qu'on a entendu, Jean Bosco se dit, mais moi je suis tout à fait incapable de parler de religion à ces gamins. Et chose spectaculaire, tous les enfants commencent à entourer ce personnage qui est là et être autour de lui. Et il fait l'expérience, Jean Bosco, d'être un espèce de prophète qui ne se sent pas du tout à la hauteur, mais malgré lui, ces jeunes sont attirés par le personnage central, qui est le Christ dans son rêve. Et il a très très bien conscience qu'à travers ce qu'il va faire, à travers la douceur et la bonté, c'est pas vers lui-même qui va attirer les jeunes, ce sera les mettre au contact avec cet homme qui, en appelant Jean, a un effet de paix dans le cœur des jeunes. Alors, toute la recherche de Jean Bosco sera de mettre les jeunes au contact avec Jésus-Christ. Et non seulement au contact à travers les moments de prière, parce que quand on voit un petit peu une journée type chez Don Bosco, surtout au début de l'oratoire, les jeunes arrivaient, il y avait tout le moment des confessions. En même temps, certains faisaient jouer quand même pour pas qu'ils s'ennuient. Et puis, il y avait la messe. Et après la messe, il y avait un temps où on pouvait un petit peu se détendre. Et puis, il y avait la classe, l'alphabétisation, il y avait encore des temps de récréation. Et il y avait le catéchisme pour terminer par la bénédiction du Saint-Sacrement. Et puis encore pour s'amuser. Mais pour dire que chez Don Bosco, la vraie fête, c'était d'être au contact avec celui qui nous donne la paix. Et quand il accueillait un jeune, il essayait de le laisser un peu s'organiser, se frotter aux autres, un peu comme Michel Magon est arrivé. La seule chose qui intéressait Michel Magon, qui sortait de la classe comme un boulet de canon, c'était de jouer, jusqu'au moment où il se dit, mais comment ça se fait? Tous mes camarades qui sont là, ils ont l'air tellement heureux, il y a quelque chose qui se passe. Et Michel Magon se rend compte qu'il a fait beaucoup de peine à sa maman. Et tout est embrouillé dans sa tête.
Et Don Bosco en profite pour l'appeler et pour lui dire « Mais mon ami, laisse-moi être un tout petit peu le maître de ton cœur. » Maintenant, ce sont des mots peut-être qui peuvent un peu choquer, mais c'est de dire qu'un jeune qui arrive dans une maison, il arrive avec sa fougue, avec tout ce qu'il a envie de faire, mais il va rencontrer, à un moment donné, une paix, une joie qui va le dépasser. Et quand il sera en confiance avec les gens qui sont autour de lui, qui vont faire cet esprit de famille, cet esprit de joie, il va oser dire un peu ses difficultés, il va oser dire un peu ses fragilités. Et quand on est arrivé là, il y a vraiment moyen de le faire réfléchir. J'aimais beaucoup l'importance que Jean-Marie, tu donnes à la relecture de ce qui se passe. Le fait de permettre à un jeune, en face d'un autre jeune ou d'un adulte, de relire ce qui s'est passé et quelque part de regretter ce qui s'est passé et de s'engager à progresser, ça va permettre aux jeunes de ne pas d'abord refaire la même gaffe et puis de s'améliorer. Et chez Don Bosco, mettre le contact vraiment directement avec le Christ, chez lui, c'était incontournable. Don Bosco ne pouvait pas imaginer une éducation sans la religion. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'actuellement, on va ouvrir directement la Bible avec les jeunes avec qui on est en contact, parce qu'il y a une ouverture par rapport aux destinataires, on pourrait dire. Et je peux vous donner l'exemple, ici on a fait un camp en Tunisie, dans le quartier de La Marsa, avec tous des jeunes, tous des musulmans, avec une maman qui traduisait tout ce qu'on pouvait raconter. Eh bien, les valeurs de l'Évangile n'étaient pas des valeurs qu'on allait imposer au nom de notre religion, mais c'était le vécu fraternel. Et chaque animateur reflétait, incarnait les valeurs de l'Évangile. Ce qui nous met en mouvement, ce sont les valeurs de l'Évangile et ce sont les liens d'un Dieu trinitaire. Jean-Marie Petitclerc. Pour revenir à votre question, j'ajouterais que je crois que ça va de soi pour tout le monde qu'on ne peut transmettre l'amour qu'en aimant. Je crois que vous savez, bon. J'aime dire, on ne peut transmettre la foi qu'en croyant. C'est-à-dire être témoin de Christ qui croit en ces jeunes, je ne peux le faire d'abord qu'en croyant en eux. Et c'est là où on est au cœur de cette pédagogie, une pédagogie où on dit aux jeunes, je crois en toi. Et on va être témoin auprès de lui, de ce Dieu qui croit en lui. Ensuite, effectivement, comme tu le dis bien, il va s'agir qu'il s'ouvre. Vous savez que Jean Bosco parlait beaucoup du salut, sauver. Il faut savoir qu'en hébreu, le mot salut, c'est l'ouverture d'un espace pour vivre. C'est-à-dire que dans cette société que tu décrivais du tout de suite, etc., c'est comment travailler sur cet espace, à ouvrir cet espace, et c'est là où la rencontre pourra se faire. Mais en tout cas, voilà, on se situe comme ces témoins de ce Christ qui croit en eux, qui espère avec eux, qui les aime comme ils sont, et c'est ainsi qu'on va essayer d'ouvrir cet espace qui permettra, pour ceux qui emprunteront ce chemin, eh bien, d'aller à la rencontre du Christ. Il ne s'agit pas d'imposer, je crois que la foi ne s'impose pas, elle se propose, et c'est ce qui se fait dans nos établissements salésien, mais voilà. Et j'aime dire, si Don Bosco parlait de cette pédagogie de la confiance, c'est que le mot-clé, c'est la confiance. Et on pourrait résumer cette pédagogie en disant c'est faire confiance aux jeunes, de manière à ce qu'ils puissent prendre confiance en lui et en retour faire confiance. Voilà, c'est ce moteur. Et c'est à nous d'alimenter ce moteur, de même que c'est Dieu qui croit en l'homme et que la foi de l'homme en Dieu est la réponse à la foi de Dieu en l'homme. Le premier qui croit, c'est Dieu. Donc le premier qui doit croire, c'est l'éducateur. Et j'aime dire qu'aujourd'hui, ce dont bon nombre de jeunes ont grandement besoin, c'est de rencontrer des adultes qui croient en eux. Qui croient en eux. J'ai accompagné des ados au bord du suicide, non pas qu'ils n'aient pas été aimés, ils vivent dans les familles aimantes, non pas qu'ils n'aient pas été aidés, ils ont rencontré des kyrielles de psy, mais ce qui manque parfois, c'est de rencontrer des adultes disant « mais j'ai besoin de toi ». Alors ils vivent comme des problèmes plutôt que comme une chance. Ce je crois en toi, ce besoin de reconnaissance. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, ce dont les jeunes ont le plus besoin, c'est de cette reconnaissance. C'est vrai aussi de bon nombre d'adultes, enfin de milieux populaires. On l'a vu avec tout ce mouvement des Gilets jaunes. La première requête, c'est être reconnu et d'avoir besoin de gens qui nous reconnaissent dans ce que nous sommes, dans la difficulté à vivre. Et ce qui
qui a finalement orienté toute la vie de Jean Bosco. C'est ce choc de la prison, puis ce cri, cette colère, en disant mais ces jeunes doivent être reconnus, reconnaître les trésors qui sont en eux, et puis les accompagner pour qu'ils puissent les mettre en œuvre. Alors on a parlé souvent de famille salésienne depuis le début de l'émission, un peu de structure. Qu'est-ce que met en place Jean Bosco ? Quelles sont les grandes étapes, si je puis dire, des institutions salésiennes ? Le rêve de Jean Bosco, c'était de fonder une société. Et dans cette société, il y avait des hommes, des femmes, des consacrés, des non-consacrés. Il était très, très innovant. Ensuite, lorsque c'est passé par les fourches caudines du Vatican, il a dû revenir à un modèle de congrégation. Donc, il y a eu la fondation des Salésiens, en 1859. Et ce qui est assez extraordinaire, parce que c'est unique dans l'histoire de l'Église et de la société, c'est un éducateur qui réunit dans sa chambre, un soir de décembre 1859, 15 jeunes âgés de 15 à 24 ans, et un adulte. Les autres congrégations étaient fondées par François et ses amis, Ignace et ses amis, Dominique et ses amis. Là, c'est un éducateur qui fonde sa congrégation avec des jeunes. Et imaginez, 15, 16, ils étaient en 1859, 16 000 en 1959. Aucun groupe n'a connu un tel essor, un tel développement à présent. Et puis ensuite, il a rencontré, mais je te laisse la parole, Marie-Dominique Mazzarello, et c'est avec elle qu'il a fondé les sœurs au service, parce qu'à l'époque, les hommes s'occupaient des garçons et les femmes s'occupaient des filles. Tu peux dire un petit mot sur eux? Mais certainement que Don Bosco a très vite compris que tout seul, il n'arriverait pas à grand-chose. Alors la première personne féminine qu'il a appelée, c'est sa propre maman, très rapidement, en 1846. Et elle est restée à ses côtés, donc elle a quitté son petit village. C'est un modèle de coopératrice. Et elle est venue aider Don Bosco jusqu'à donner même son trousseau de mariage, vendre tout ce qu'elle avait pendant 10 ans. Et avec elle, il y avait d'autres mamans, la maman de Michel Rua qui est venue un petit peu aussi, la maman de Lorenzo Gastaldi, donc il y avait un groupe de femmes. Et après le décès de maman Marguerite, pour Don Bosco, ça n'a pas été si simple que ça. Et en même temps, il avait des appels pour s'occuper des filles, comme les Salésiens faisaient pour les garçons. Alors il a eu cette recherche autour de lui. Il a d'abord commencé par regarder les sœurs qui étaient présentes à Turin, parce qu'à Turin, il était directeur adjoint d'un petit hôpital pour jeunes filles. C'était une œuvre de la marquise de Barolo. Il y avait les sœurs de Sainte-Anne. Et donc, il s'est d'abord intéressé à voir est-ce qu'il n'y a pas déjà des sœurs qui existent et sur lesquelles on pourrait compter. Il s'est adressé aussi à une des jeunes de son propre village, mais les parents de cette fille ne voulaient pas vraiment qu'elle se lance dans l'aventure, jusqu'à un moment où, en étant dans le train avec un autre prêtre, il a une petite discussion et il a découvert l'existence d'un petit groupe de jeunes qui habitaient à Mornez, qui faisait un groupe des filles de Marie Immaculée. C'était une façon de se rassembler, de vivre la vie religieuse en dehors d'un monastère, mais aussi avec cet aspect d'apostolat qui était très prononcé. Et Don Bosco a eu l'idée, avec tous ces jeunes, comme il faisait en début d'année, vous savez, c'était les grandes vacances en octobre, alors il est allé avec ces jeunes, avec la fanfare, ou l'imaginez sur son cheval, et le voilà arrivé à Mornez, où il rencontre Marie-Dominique Mazzarello, et autour de Marie-Dominique, ce groupe des filles de Marie l'Immaculée. Et tout de suite, il comprend que ce sont des jeunes très nature, spontanés, qui ont eu une flamme intérieure avec ce regard sur les filles, comme lui le fait pour les garçons. C'est sa Sainte Claire, quoi. C'est sa Sainte Claire. Oui. Et Marie-Dominique, vous l'imaginez, qui dépasse tous les hommes au mot du soir que Don Bosco faisait, tout le monde la regarde, et elle se dit, mais je sens, ce Jean Bosco, c'est un saint. Et elle avait déjà eu toute cette formation personnelle, cette expérience aux côtés des jeunes. Elle-même avait été très malade du typhus. Elle avait dû un peu changer son activité des chants par le travail de la couture, mais elle s'était mise un point d'honneur à ce que chaque point d'aiguille soit un acte d'amour pour le Seigneur dans l'apostolat. Et tout ce qu'elle a vécu, elle a pu vraiment le retrouver dans Don Bosco, qui a pu lui donner la possibilité non plus d'être seulement un groupe de filles immaculées avec des laïcs, mais de devenir une congrégation religieuse. Et pour elle, ça a été le coup de foudre.
Et ensuite, laïcs, donc, il y a pardon, eu oui. le lancement des coopérateurs. Voilà, Donc, c'est c'était ça, les laïcs. tous ces laïcs qui l'aidaient dans son œuvre. Et on a dans la famille salésienne aussi les anciens et les amis de Don Bosco, puisque aujourd'hui, la quasi-totalité de nos œuvres sont dirigées par des laïcs et qui entrent de plein pied dans cette famille composée donc des religieux, des religieuses, des coopérateurs et puis de tous ceux qui apportent leur contribution à cette mission salésienne. Alors, on arrive à l'actualité. On en a déjà beaucoup parlé, mais maintenant, j'aimerais qu'on le fasse. Alors, je vous propose que, pour faire transition, on écoute Don Bosco, si je puis dire, une circulaire qu'il avait fait en 1883 sur les sanctions pouvant être pratiquées dans les maisons salésiennes. Ça fait peur, mais justement, c'est beaucoup plus beau que ça en a l'air. Que de fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, j'ai dû me persuader de cette grande vérité. Il est toujours plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un enfant que de le persuader. Je dirais même qu'il est plus facile, pour notre impatience et pour notre orgueil, de châtier les récalcitrants que de les corriger, en les supportant avec fermeté et douceur. Écarter tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous l'effet de la passion. Il est difficile, quand on punit, de conserver le calme nécessaire pour qu'on ne s'imagine pas que nous agissons pour montrer notre autorité ou pour décharger notre emportement. Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels nous avons un pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur service comme Jésus qui est venu pour obéir, non pour commander. Redoutons ceux qui pourraient nous donner l'air de vouloir dominer. Pas d'agitation dans notre cœur, pas de mépris dans nos regards, pas d'injures sur nos lèvres. Ayons de la compassion pour le présent, de l'espérance pour l'avenir. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Et aujourd'hui, nous parlons de Don Bosco avec deux membres de la famille salésienne, le père Jean-Marie Petitclerc, fondateur de Valdoco à Argenteuil en banlieue parisienne, et sœur Michèle Decoster, ancienne éducatrice et directrice d'établissement. Alors, comme je disais, c'est très beau. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est il est plus facile pour notre orgueil de châtier que de corriger. C'est vrai, ça ? Tout à fait, tout à fait. Et combien parfois des sanctions vont être prises sous l'effet de la colère, et la gravité de la sanction est beaucoup plus liée à la gravité de l'état de colère de celui qui sanctionne qu'à la gravité objective de l'acte. Jean Bosco, effectivement, faisait entrer la sanction dans les outils éducatifs qu'il utilisait. Parce qu'à un moment, on a cru que par les systèmes préventifs, c'est un système où on ne sanctionnait pas. Non, bien sûr, lorsqu'il y a un écart, mais c'est la place de la sanction qui est un petit peu différente dans le système préventif que dans d'autres systèmes. J'aime dire, il y a deux manières de présenter un règlement. C'est soit on présente un règlement en disant si tu ne suis pas, eh bien tu auras telle sanction. Il y a une autre manière qui est de présenter le règlement en disant ben voilà, ce règlement est fait pour le plaisir du vivre ensemble. Bon. Alors maintenant, effectivement, si tu le transgresses, il y aura une réponse. Mais que cette réponse, donc, qui est la sanction, et je préfère de beaucoup ce terme de sanction à celui de punition, parce que la grande différence, c'est qu'on punit une personne alors qu'on sanctionne un acte. Et chez Don Bosco, c'était toujours dissocier l'acte de la personne, ne pas réduire la personne à ses actes. Moi, je n'utilise jamais l'adjectif délinquant pour qualifier un jeune. Parce que c'est quoi un délinquant ? C'est un jeune qui a commis un délit. Le problème, c'est que quand dans la tête des gens, ça devient non pas un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit, mais un jeune commet un délit parce qu'il est délinquant. Oui, et on va faire donc délinquant, une espèce de catégorie de jeunes dont la caractéristique serait de produire du délit. Donc la manière de se positionner comme salésien, c'est de dire aux jeunes, tu as commis un délit, mais pour moi, tu n'es pas délinquant. Bon, alors bien sûr, la commis ce délit, il va falloir le réparer. Mais c'est parce que tu n'es pas délinquant que je te sanctionne. Mais tu seras délinquant, ce serait normal que tu commets des délits. Et Don Bosco dit que c'est au moment où on sanctionne l'enfant qu'il faut faire effectivement preuve du plus d'amour, de compassion, c'est le terme qu'il utilise, de patience, de douceur, de manière à ce que l'enfant comprenne qu'on ne le sanctionne pas parce qu'on ne l'aime pas, mais qu'on le sanctionne pour lui permettre de progresser. Le père Jean-Marie Petitclerc l'a dit tout à l'heure, il y a eu ces gilets jaunes, il y a encore des mouvements de contestation dans le pays. On a l'impression tout d'un coup que la jeunesse arrive en disant on n'a pas de place, vous nous faites pas de place, et comme vous l'avez dit, beaucoup d'émotions, on n'a pas de droit, on n'a pas de choses. Est-ce que vous avez cette impression-là ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans une société où la jeunesse est un peu désorientée, désemparée et surtout un peu en colère ? Oui, en colère parce que la jeunesse ne fait plus confiance
La jeunesse ne fait plus confiance à l'autorité qui est en place. Oui. Quand on voit un peu l'épisode des Gilets jaunes ou ce qui se passe dans l'Église avec les problèmes de pédophilie, ce qui se passe dans les familles avec tous les liens qui sont fragilisés, c'est vrai qu'il y a une perte de crédibilité de la part des institutions qui étaient là et qui avaient pour mission de mettre un cadre et une forme de sécurité. Oui. Donc les jeunes se trouvent confrontés à des critiques négatives. Les parents critiquent l'école critique les parents, il y a des critiques de tous côtés. Et finalement, on se dit, mais c'est quoi la norme ? Oui. Est-ce que c'est chacun qui le sent ? Je sens que c'est bien pour moi et ça suffit. Et ce qui amène à dire, les figures d'autorité perdent un petit peu cette fonction essentielle. Maintenant, il y a le jeune, il y a ceux qui le cherchent, on pourrait dire, oui, ses attentes, et il n'y a plus le triangle avec la figure de l'autorité, la figure du père. Il n'y a plus la personne qui est capable de mettre une limite et de dire, là, stop, non, tu vas trop loin. Comme on disait, le passage à l'acte, ce n'est pas permis. Alors, par rapport à cette perte de crédibilité, au niveau de la famille salésienne, ce qui est super important, c'est de créer des lieux où le jeune peut se sentir en sécurité, de se sentir accueilli comme il est, mais où chacun a une mission bien précise. Alors, au niveau de cette confiance, quand le jeune sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, mais en même temps qu'il est accompagné dans sa recherche, qu'il est accompagné dans son désir d'être acteur, à ce moment-là, il y a moyen d'avoir un chemin humanisant. Et c'est ça que les jeunes recherchent. C'est un chemin humanisant. C'est un chemin dans lequel ils pourront découvrir leurs ressources et les mettre au profit d'un plus grand public. Alors, au niveau de la crédibilité, je voudrais en revenir à un tout petit épisode de la vie de Don Bosco, qui est la création des compagnies. Parce qu'on parle de Don Bosco peut-être de manière un peu verticale, le papa, celui qui met de l'ordre dans son oratoire. Mais il y a tout cet aspect aussi horizontal. Donc, Don Bosco avait imaginé, en prenant l'exemple dans d'autres congrégations, eh bien, de pouvoir mettre en place des compagnies. La première compagnie qu'il a fondée en 1847, c'est la compagnie de Saint-Louis. Et ce qui est remarquable, c'est qu'avec les termes de l'époque, c'était d'être vraiment très pieux et entre guillemets irréprochable, mais pas simplement pour son propre salut, c'était pour être sel et lumière de l'ensemble de l'oratoire. Alors, le fait de pouvoir contribuer aussi là où nous sommes, à la vie commune, en fait, à la vie commune, oui. et à pouvoir collaborer à la co-responsabilité. Moi, j'aime beaucoup la recherche au niveau des sciences de l'éducation. Par exemple, Sylvain Connac, qui a écrit un super bouquin sur la co-responsabilité. Eh bien, je pense que si Don Bosco vivait aujourd'hui, il s'intéresserait très, très, très fort à toutes ces recherches qui mettent en avant le tutorat, qui mettent en avant la participation, qui mettent en avant les ressources du jeune, qui est là pour créer le projet avec les adultes. Mais seulement, ça passe par une confiance graduelle. On ne peut pas dire, eh bien maintenant, tu viens et on va discuter de pote à pote. Non. Il y a une relation à construire avec la connaissance du jeune, mais dans la gradualité, et lui confier des responsabilités au fur et à mesure. Pourquoi on parle de la pédagogie de Don Bosco comme étant une pédagogie de la confiance et de l'alliance, hein, ça me paraît très important, où le jeune soit considéré comme acteur de la mise en œuvre du projet éducatif. C'est avec lui qu'on l'élabore, c'est avec lui qu'on l'évalue. Je rencontre parfois des institutions où le jeune est considéré comme destinataire du projet d'établissement. Donc il s'agit de faire alliance avec chacun des enfants et puis d'être témoin d'alliance. Hein. C'est toujours, au niveau de Don Bosco, cette dimension un peu sacramentelle de l'éducation. Hein. Je fais alliance avec toi, à la manière de Christ fait alliance avec toi. Hein. Faire alliance avec chaque jeune. Et aussi faire alliance avec le groupe, hein, c'est toute l'idée des compagnies. Il m'arrive souvent d'intervenir dans les journées pédagogiques d'enseignants, et des fois, donc, j'entends des enseignants objecter. Alors, vous nous parlez de la pédagogie de Don Bosco, mais c'est très centré sur la relation individuelle, mais vous vous rendez compte, nous, on en a 30, alors qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Et avec un brin d'humour et de provocation, je réponds, mais quelle chance, vous enseignez une première fois, vous avez 15 élèves qui comprennent, vous enseignez une deuxième fois, vous avez 16 profs pour 15, un pour un. Ah ben non, ils n'ont pas vu des choses comme ça. Ils enseignent une première fois, et qu'est-ce qu'ils comprennent, alors ils réexpliquent de la manière qu'ils ont expliqué. Bon, c'est bien que ceux qui ont compris s'ennuient, puis ceux qui n'ont pas compris n'ont toujours pas compris. Alors je disais, mais si c'est le jeune qui a compris, qui explique à son voisin, il prendra d'autres mots parfois, d'autres images, hein, et puis y avoir une stimulation entre pairs
qui peut être plus forte que la stimulation du jeune face à l'adulte. Parce que des fois, le jeune face à l'adulte, l'adulte il sait, c'est normal, moi je sais pas, je comprends rien à ce qu'il me dit. Quand c'est un copain du même âge, il dit, mais lui a compris, pourquoi pas moi? Donc Jean Bosco insistait énormément dans ces institutions, sur tout le rôle que les uns et les autres pouvaient jouer. Et si Dominique Savio a été aussi exemplaire, c'est que lui aussi avait inventé une compagnie, et il chargeait comme ça les gens de sa compagnie d'être un petit peu des accompagnateurs de ces jeunes qui arrivaient, sans beaucoup de repères dans la maison. Il a joué un formidable rôle de médiation entre ces jeunes qui arrivaient de la rue, qui devaient intégrer effectivement le règlement d'oratoire, pour lequel ça posait pas mal de problèmes à tel ou tel moment. Et cet accompagnement, mais Jean Bosco, combien il aimait responsabiliser les anciens vis-à-vis des plus jeunes, combien il aimait responsabiliser les aînés vis-à-vis de ceux qui aussi démarraient dans la vie institutionnelle. Voilà, toute cette idée d'alliance, non seulement avec le jeune, mais avec le groupe de jeunes. Moi, si je peux me permettre, je dirais aussi que la place de l'adulte est très importante. L'adulte ne s'efface pas. Quand Don Bosco donne un peu les conseils à Michel Ruat, il dit, essaye de créer aussi une compagnie à Mirabello, la compagnie de l'Immaculée, mais ça doit être l'affaire des jeunes. Mais toi, tu dois être présent. Et ce qui est important, je pense, c'est aussi d'aider à la formation des adultes, parce que beaucoup d'adultes sont un petit peu découragés. Et là, on a beaucoup à faire. Tout l'enjeu du défi citoyenneté, depuis 2015, on fêtait le bicentenaire, toutes nos œuvres se sont lancées dans ce défi citoyenneté, où il s'agit que des jeunes prennent en main des projets, mais accompagnés par les adultes, mais que ce soit vraiment les jeunes qui soient décideurs, faut dire. Et on forme effectivement les adultes à l'accompagnement de ces projets. Il ne s'agit pas de laisser les jeunes tout seuls, et puis combien il est important au niveau de Jean Bosco que ça débouche toujours sur une réussite, et donc combien l'adulte va permettre aux jeunes de relire l'échec s'il a eu lieu pour en comprendre les raisons et de manière à pouvoir rebondir, de gratifier, de reconnaître tout ce qui est réussi. Sœur Michel de Costa, vous avez parlé de pédophilie et c'est vrai que moi j'entends beaucoup dans l'Église de souffrance de la part de clercs, de la part de religieux, parce qu'il y a une sorte de soupçon. Comment on fait? Parce que là vous vous compliquez la tâche, parce que là vous êtes en contact avec les jeunes. Et donc est-ce qu'il n'y a pas une sorte de soupçon? Est-ce que ça doit être assez difficile à gérer? Moi, je pense que ce que les jeunes demandent, c'est un petit peu comme les conclusions, le document final du synode, c'est d'avoir des réponses claires, humanisantes, empathiques, donc des réponses claires. Il faut qu'il y ait des lieux de parole. Il faut qu'on puisse en discuter avec les jeunes. Et surtout de leur expliquer un peu le mécanisme, ces forces qui sont en nous, les forces affectives, et qu'on puisse leur dire que toute personne est appelée à la sainteté, qu'on utilise le mot que l'on veuille, mais nous sommes invités à ne pas sombrer dans les médiocrités. Et je crois que là, c'est aussi pour nous un chemin de conversion continuelle. Les jeunes nous demandent d'avoir des espaces de transparence, de vie au contact direct avec les religieux. Et là, je pense que dans la famille salésienne, c'est quelque chose qui est un peu notre héritage, que Don Bosco a toujours voulu que nos maisons soient des maisons ouvertes. Nous avons quand même pas mal aussi de foyers d'étudiants, où les jeunes peuvent nous voir vivre, mais oser parler avec eux de tout ça. Je disais tout à l'heure que pour Don Bosco, l'amitié était quelque chose de très, très important. Et il me semble qu'une de nos missions salésiennes, c'est de réhabiliter cette affection comme moyen pédagogique pour entrer en contact avec le jeune, mais avec une juste distance. Le jeune ne peut pas sentir qu'on l'emprisonne comme un objet de désir. Le jeune doit sentir que l'on aime pour lui-même. Et ça, c'est toute une éducation. Alors, une chose qui me semble très importante, c'est l'analyse de pratique. Et là, je voudrais m'adresser à tous les professeurs, tous les éducateurs qui nous écoutent, et de dire combien je suis sensible à la souffrance de toutes ces personnes qui sont dans des quartiers, dans des écoles sensibles, avec tous les jours, de devoir affronter les provocations des jeunes. Il y a un certain moment, il y a la disponibilité psychique qui descend, surtout en fin de journée. Et quand Don Bosco nous enseigne de ne pas céder à la passion, moi je ne vous cache pas que quand il est 23h et que je suis déjà passé 10 fois chez les mêmes élèves pour leur dire maintenant il faut éteindre, eh bien ma disponibilité et ma patience est vraiment plus petite. Mais l'important de relire en équipe ce qui s'est passé et de pouvoir ensemble dire mais voilà comment tu as réagi. Et je voudrais encore me référer à un livre que j'ai lu récemment et que je conseille à tout le monde, qui est le livre de Serge Boimard, « Ces enfants empêchés de penser ».
tout à la fin, il donne l'exemple d'un élève qui chiffonne son devoir de français parce qu'il n'a pas bien réussi et qui fait comme pour aller sur un terrain de basket et le jeter dans la poubelle. Alors le professeur aurait pu avoir 1000 réactions et sa réaction était de dire « Mais écoute, si tu reprends ton devoir et qu'on le corrige ensemble, tu peux augmenter ta moyenne. » Et à partir de là, il y a eu toute une discussion avec les autres professeurs pour dire, bien, quand on met ensemble nos ressources, il y a moyen d'aller puiser cette patience, cette bonté, cette recherche passionnée pour montrer aux jeunes qu'on n'est pas là pour le coincer, mais pour lui redonner un tremplin pour aller plus loin, au-delà de sa provocation. Parce qu'on ne va pas le réduire à ce qu'il a fait, à son acte de transgression. On ne va pas simplement retenir ça. On va retenir son énergie principale. Jean-Marie Petitclerc. Ça, je crois qu'il est important dans ce que tu dis, c'est que la pédagogie salésienne ne peut être mise en œuvre qu'en équipe. Et Don Bosco, effectivement, a fondé des équipes et a toujours travaillé avec cet esprit de communauté, l'équipe qui est ce lieu de relecture, parce qu'il était conscient des dérives possibles. Même ses derniers mots avant de mourir étaient j'espère que certains vont pas mal interpréter les attitudes que j'ai pu avoir avec tel ou tel jeune, et combien il insistait sur la formation, effectivement, de ses éducateurs, des Salésiens, parce que c'est vrai que Jean Bosco est ce pédagogue qui a réhabilité l'affectif, en disant, de toute façon, il y a de l'affectif dans l'action pédagogique, mieux vaut le connaître et le reconnaître pour être capable de le gérer correctement, plutôt que vouloir le nier. Moi, je suis de ceux qui pensent que si notre école en France connaît telle difficulté dans la gestion de groupes d'adolescents au comportement provocateur, c'est que bon nombre de professionnels ont été formés à la négation de l'émotion affective. Pour Jean Bosco, non, il ne s'agit pas de nier, il s'agit de la reconnaître pour pouvoir effectivement la situer à sa juste place, et que tout ceci ne peut s'effectuer que sous le regard d'une équipe. Et je crois que la meilleure prévention, c'est effectivement le travail en équipe, comme tu le dis, participer à la relecture des pratiques, à l'analyse des pratiques. Alors, ce que vous venez de dire est la meilleure publicité pour votre petit livre de Jean-Marie Petitclerc, La pédagogie de Don Bosco en 12 mots-clés aux éditions Salvator. Et puis, vous nous avez amené également un Prier 15 jours avec Don Bosco. C'est la série qu'on voit très souvent dans cette émission. C'est une sorte de... C'est des... Jour après jour, c'est voilà, ça, des petits textes pour accompagner sa prière avec Jean Bosco. Et puis vous nous avez amené aussi, c'est très bien, une vie de Don Bosco, en fait. Voilà, avec ces textes majeurs, et puis une actualisation. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut faire si on a envie de rencontrer la famille salésienne ? Vous nous avez amené plusieurs propositions. On a une minute pour en parler, donc brièvement, mais fermement. Brièvement, sont contenus dans plusieurs petits livrets. Celui-ci est adressé plus spécialement aux jeunes, avec des photos pour expliquer un petit peu ce qu'on peut y trouver. Alors, quand je peux tourner les pages, j'y trouve par exemple le Festiclip. Le Festiclip, qui va avoir lieu cette année-ci, le 25 mai, c'est un moment où on regarde tout ce qui a été produit par les jeunes, comme petite vidéo de 7 minutes, pour prendre un des thèmes qui les intéresse, qui est porteur d'une bonne nouvelle, et qu'ils ont pu mettre, sous forme de vidéo avec leurs camarades à l'école. Et ça, c'est un moyen pour féliciter les jeunes dans ce qu'ils ont fait. Il y a plusieurs prix, pas simplement la meilleure technique, mais aussi l'investissement, le prix du public, etc. À travers ce dossier, on découvre aussi le Festi Foot, un moment de football au mois de juin, où ce n'est pas simplement la meilleure équipe qui va gagner au niveau musculaire, mais aussi le fair play. Il y a les camps de jeunes, le camp interjeunes, il y a les camps prière montagne. Donc tous ces moments de temps libre avec des propositions. Et dans chacune de ces propositions, on y retrouve les points cardinaux de l'œuvre salésienne. Et puis le Campo Bosco, donc, où on réunit tous les jeunes du réseau à la fin des étés. Ils sont plus de 300. Ça aura lieu cette année. Alors, tout ça, Château de Ressin. On trouve ça sur le site internet de la Fédération, www.salésien.com. Merci à tous les deux. On peut aussi retrouver Don Bosco dans un biopic, c'est le mot à la mode, c'est une vie filmée. Don Bosco, une vie pour les jeunes, de Lodovico Gasparini. C'est distribué par Sage. On trouve ça en DVD dans toutes les bonnes librairie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Foi prise au mot.